lisez de toute urgence le livre de Philippe Millot et Martial Bild, Défaire le parti des médias. Bienvenue, chers amis, dans cette année-là. Alors, je dois d'abord vous expliquer pourquoi d'habitude vous voyez à ma place notre ami Patrick Luzinski. Mais Patrick Luzinski, je crois, est en Corse, en vacances, dans son village. Et il m'a demandé de vous saluer et de vous dire toute l'affection qu'il avait pour vous. Nous allons commencer cette émission, cette année-là, par un numéro d'éléments. Cher ami, pourrais-tu me le passer? Ce numéro d'éléments qui datait de, je crois, alors septembre 2010. C'est un numéro qui a 12 ans et dont l'intitulé va peut-être vous surprendre. C'est une question: la nouvelle droite est-elle de gauche? Alors je sais que ça peut surprendre certains de nos auditeurs, mais la question a pu se poser à un moment donné à droite, de savoir si la nouvelle droite est-elle de gauche, dans les thèmes qu'elle abordait, dans les postures qu'elle avait, dans la manière dont elle se singularisait par rapport aux autres mouvements de droite. Elle n'a jamais été situable, la nouvelle droite. C'est d'ailleurs peut-être ce qui fait son charme et son intérêt. Pour répondre à cette question, la nouvelle droite est-elle de gauche, et plus largement évoquer la droite et la gauche aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir des gens que vous connaissez et qui étaient déjà présents le mois dernier. Pascal Esric, directeur de la rédaction d'Éléments. François Bousquet, oui. Rédacteur en chef d'Éléments, et puis je ne veux pas vous représenter, tout le monde vous connaît. Et Christophe, notre homme de droite, vraiment de la droite la plus extrême, Christophe André Maxime, Christophe Lafosse. Alors la première question que j'aimerais poser, c'est revenir d'abord sur ce numéro. Pourquoi avoir choisi, d'ailleurs c'est un entretien que mène... C'est un numéro qui date de 2010. 2010. Ouais. Et ce qui est intéressant, c'est la première question de François. C'est François qui pose la question à la fois à Alain de Benoît et à Michel Marmin. Et ce qui est intéressant, c'est que François pose la question: voilà bien 12 ans que... vous êtes de plus en plus à gauche. Et donc, Alain de Benoît, effectivement, le premier qui répond, lui renvoie gentiment François dans ses cordes en disant qu'il ne croit plus au clivage droite-gauche. Et je crois que c'est à partir... et après, il peut développer effectivement son argumentaire. Et je crois que on a là les prémices, me semble-t-il, de la décennie qui va suivre jusqu'à aujourd'hui. C'est-à-dire cette implosion du clivage droite-gauche dont on a pu, en tout cas dans les colonnes d'Éléments, pressentir cette explosion. Alors après avec tous les soubresauts que toute cette décennie a pu connaître. Voilà. Alors, il y a un déplacement du clivage droite-gauche, François, mais je pourrais dire aussi qu'il y a aussi une accentuation à certains égards de ce clivage. La gauche montre de plus en plus, on en a parlé lors de notre dernière émission, du wokisme, du politiquement correct, ce qu'on appelait jadis, mais c'est une version radicalisée du politiquement correct. La gauche montre son vrai visage et, semble-t-il, se radicalise, en tout cas sur les questions de la race, des discriminations, etc., de la haine de toute forme d'identité, sauf les siennes. Et alors, me semble-t-il, aujourd'hui, je vois au contraire la renaissance d'une pensée de droite conservatrice, ou une pensée de droite. On assume plus facilement d'être de droite. Il est difficilement tranchable, le sujet. Moi, j'avais fait l'entretien avec Alain de Benoît et Michel Marmin, donc ça nous ramène 12 ans en arrière, hein, sachant que je reste dans la rédaction d'Éléments je reste quand même assez à droite, hein, et très attaché au clivage droite-gauche, hein, alors qu'Alain de Benoît, comme le disait Pascal, depuis une vingtaine d'années, parce que c'est très antérieur, hein, c'est depuis la réédition de Vue de droite, hein, donc ça nous ramène peut-être même 30 ans en arrière, hein, où il voit quand même ce clivage s'estomper. Il reste toujours là, mais il n'est plus le clivage majeur structurant le champ politique. Hein. Moi, je peux le regretter, parce que je crois qu'il y a en effet une gauche et une droite, pas seulement historique ou historiciste, pas seulement fonctionnelle, parce que la démocratie, mais en vis-à-vis de candidats, par définition, donc c'est le blanc ou le noir, c'est beaucoup plus facile, le clivage blanc, gauche et droite. Hein. Je pense que c'est un clivage assez profond. Si c'est
universalisé à ce point-là en un siècle. C'est un siècle, parce qu'il s'est imposé en France à la croisée du 19e et du 20e. Même s'il a été pensé sur le veto royal en 1789 à Versailles, à la Constituante. Mais si c'est à ce point universalisé, c'est qu'il touchait quelque chose de profond. Moi, je pense vraiment qu'il y a de la droite et de la gauche. Je pense que de Benoît le pense également, Alain de Benoît. Quand je dis qu'il y a la droite et de la gauche, la droite est plutôt pessimiste, la gauche est plutôt optimiste. Donc il y a une droite anthropologique. Je pense, une gauche anthropologique. Voilà, je pense même métaphysique. La gauche est beaucoup plus attachée à ce clivage que la droite. C'est le mot fameux d'Alain. Et on le revoit aujourd'hui. Zemmour porte une union des droites qui ne parle absolument à personne. Elle fait 7%. Donc c'est le constat que fait Alain de Benoît il y a 20 à 30 ans déjà. En revanche, le pas d'ennemi à gauche reste opératoire. En tout cas aujourd'hui sur les fractions les plus radicales de la gauche. C'est la NUPES. La NUPES montre qu'il y a une union des gauches qui peut se faire. Mais est-ce que ça c'est le sujet vraiment important dans l'entretien? C'est le constat que fait de Benoît. Ça n'est plus le clivage structurant. Et entre-temps, il a fait de Benoît un bouquin qui s'appelle Le Moment populiste. La droite et la gauche, c'est fini, où il met les pieds dans le plat, là, vraiment les pieds dans le plat, où il énonce sa fameuse thèse, c'est qu'au clivage latéral, donc droite-gauche, se substitue le clivage vertical, peuple-élite. Et de fait, l'élection présidentielle de 2017 et 2022 valide la lecture qu'on donne de Benoît, mais il n'est pas le seul, mais il a été un des premiers à la porter. C'est celle de Guy Luy, c'est celle de Michéa, c'est celle de Sainte-Marie, le sondeur Sainte-Marie, mais qui est beaucoup plus qu'un sondeur, c'est aussi un analyste politique assez fin et assez exceptionnel. Macron, c'est et droite et gauche, et Marine, c'est ni droite ni gauche. Et vivant dans la France périphérique, je suis frappé de voir à quel point il y a une acculturation politique, c'est-à-dire que les gens ont perdu leurs repères, même dans les familles où on vote à droite, il y a un phénomène héréditaire dans le vote. Les phénomènes dans les familles de gauche, on a tendance l'enfant à voter à gauche, et dans les familles de droite, c'est la même chose. C'est en train de se perdre. Un autre clivage se substitue, donc les anywhere contre les somewhere, eux et nous, les métropolitains ou les périphériques. Il y a 10 manières de le décliner, mais on retombe toujours sur le même. C'est les élites contre le peuple, ou le peuple contre les élites. C'est donc l'entretien est assez visionnaire. Et là, on a pu reprocher à de Benoît, et moi le premier, puisque je maintiens mon attachement à ce clivage anthropologique, métaphysique. Moi, j'ai tendance à l'essentialiser. Si je dis l'essentialiser, c'est que je voudrais dire un petit mot quand même pour montrer à quel point c'est important, la droite et la gauche, me semble-t-il. C'est que à droite, on est débiteur. On est avec un catalogue de devoirs. On est débiteur vis-à-vis des anciens, vis-à-vis des pères, vis-à-vis de la culture. À gauche, on est créditeur. C'est pour ça que la vision moderne est une vision créditrice. C'est les droits de l'homme. C'est que l'homme est porteur de droits. À droite, il est porteur de devoir. C'est quand même, c'est des visions assez, ouais, mais après, j'en ai fini. Citer le mot du grand billetiste, juif converti au catholicisme et qui était le confident de Paul VI à une époque où le Figaro, c'était un petit billet de 5 à 6 lignes, à côté du dessin de Jacques Faisan, d'André Frossard, qui me semble être la définition la plus géniale, qui était de la droite et de la gauche, et montrer à quel point c'est important. C'est que le drame de la droite, c'est le drame de la gauche, c'est qu'elle ne croit pas au péché originel. Donc elle n'est pas pessimiste. Elle ne croit pas que angélique. Voilà, elle est angélique. Elle pense que le mal est dans la société et qu'on va corriger la société. Et la droite ne croit pas à la rédemption. C'est-à-dire qu'elle ne croit pas dans la possibilité d'amender et d'améliorer les hommes. Donc il me semble que c'est cette définition qui est très de Benoîtienne, puisqu'elle cherche un point d'équilibre entre la droite et la gauche, dit quelque chose d'un clivage dont je ne vois pas comment il pourrait disparaître, puisqu'il touche des ressorts très profonds. Alors c'est intéressant ce que vous dites, François, sur la droite et la gauche, mais malgré tout, on pourrait dire que le spectacle que nous offre la droite française depuis 50 ans, la droite française n'a pas été particulièrement conservatrice. Elle s'est résignée au libéralisme au TINA, cher à Margaret Thatcher. Elle a accompagné les évolutions sociétales. Olivier, le fond de ma pensée, je ne voudrais pas monopoliser, mais c'est un sujet qui me tient à cœur. Moi, je reste un lecteur de Thibaudet. Thibaudet est la personne qui est un magnifique critique littéraire, prof à Sciences Po, et un fantastique analyste des familles politiques en France, et qui avait théorisé ce qu'il appelle le sinistrisme, c'est-à-dire le mouvement vers la gauche, sinistère, la gauche en latin, depuis la Révolution française. Moi, je pense que l'ancien monde, tout ce qui est prémoderne est de droite, sans le savoir, et c'est très frappant quand on analyse la manière dont les anciens se représentent la droite et la gauche. La droite est valorisée dans toutes les sociétés traditionnelles, toutes. La main du diable, c'est la main gauche, systématiquement. On est toujours à la droite de Dieu. Si les députés royaux se mettent à la droite du roi dans l'Assemblée constituante, ils le font naturellement, parce que dans l'ancien temps, on stigmatisait les gauchers.
pour des raisons, pas parce qu'on voulait les exclure, hein, parce qu'on associait dans une société qui était profondément religieuse, qui croyait au sacré, au profane, hein, associer le sacré à la dimension élective de la droite. Hein. Voilà. Le maladroit, oui, mais le sinistre, hein. Sinistre, c'est sinistère. Hein. La dextérité, c'est dextra à la droite. Hein. Tout est comme ça. Le monde moderne, le monde qui est le nôtre, hein, c'est la thèse de Thibaudet, c'est il n'est de gauche. On est dans un monde qui est dominé par la gauche. Même des gens comme moi qui se disent de droite, hein, tout mon univers de référence dans lequel je baigne, c'est un univers de gauche, parce que la modernité va précisément faire l'inverse. Elle va stigmatiser la droite. Hein. Donc je veux pas non plus monopoliser. Parce que je sais que Christophe peut-être des éléments peut-être à la fois plus simples et plus tortueux sur peut-être non pas vicieux absolument pas sur peut-être la psychologie, le sentiment. Alain de Benoît reprenait, je crois, le mot de Ortega y Gasset sur l'hémiplégie. Se dire de droite, se dire de gauche, c'est avoir un cerveau partagé en deux, etc. Moi, je pense que le sentiment, parce que c'est un sentiment à la fois esthétique et viscéral, je crois que le sentiment partisan de la droite et de la gauche, sont des névroses personnelles qu'on porte. Oui, réellement, voilà. Et je pense aussi qu'il faudrait introduire des notions de délicatesse pour pas heurter non plus ces sensibilités qui sont des sensibilités identitaires. Qu'est-ce que c'est être de droite ou de gauche? Il y a, je crois, dans la droite quelque chose qui est lié à la notion d'une tragédie pure aussi. Et on dit souvent que la droite est plus drôle. La droite est plus dans la vie, elle est plus dans la joie, dans la drôlerie, dans la dérision, elle porte quelque chose de plus tragique. Et la gauche a peut-être une générosité, une envolée, alors les notions de panache aussi, il y a un panache de droite absolue et il y a peut-être un courage de gauche. Peut-être que l'homme de droite est peut-être quelqu'un qui accepte aussi les choses, qui accepte plus facilement et qui a ce regard de la vie. Tragique. Qui est tragique, profondément tragique. Voilà, mais ne jamais oublier ces dimensions et même esthétiques. Bien que mon cher Christophe, pour rebondir un peu sur ce que tu dis, je trouve que rien ne ressemble plus aujourd'hui à un curé franquiste que Sandrine Rousseau. Je vais m'expliquer. Un curé franquiste, par exemple. Les curés franquistes, certains curés franquistes faisaient par exemple noter les gens dans leur village qui n'allaient pas à la messe. On envoyait des lettres anonymes pour dire regardez ce monsieur qui se prétend pourtant moral, en fait va au bordel ou trompe sa femme, etc. Donc il y a eu de fait l'ordre moral a pu être porté par une certaine droite décadente d'ailleurs au 19e siècle. Et je trouve que cette droite catholique 19e, puritaine, policière, flicarde, il n'y a rien de plus qui ressemble aujourd'hui. Et quel est l'équivalent aujourd'hui? C'est la gauche. C'est la gauche. Correct, ouais. Clémentine et Sandrine Rousseau sont moins les héritières des communardes ou des héroïnes libertaires de Barcelone 36, sont davantage les héritières des filles vierges de l'armée du salut ou du curé franquiste qui pense que sa religion est une religion de police. Ce sont des policiers. Ouais. Moi, ça me marque de plus en plus. Et il se trouve qu'on peut faire l'expérience quand on dîne avec des gens de gauche, ça m'est arrivé, de se sentir tellement mal. On a l'impression qu'on doit retenir le moindre mot. On est crispé. On est crispé autant qu'on est crispé quand on est qu'on était dans ces familles catho insupportables qui votaient MacMahon. C'est propre, ouais, il faut le contextualiser. C'est MacMahon. Parce que vous avez en revanche un bas clergé dans l'ancien régime. Magnifique. Alors là, pour le coup, où les maîtresses et les enfants ne sont pas vraiment cachés. Quoi, dont vous parlez, en fait, c'est l'esprit bourgeois. Ouais, c'est l'esprit bourgeois. Et peut-être qu'effectivement, la droite est portée sur des choses plus anciennes que sont, je ne sais pas, le peuple et l'aristocratie. Il y a une autre chose parce que j'ai eu l'impression de dire du mal des familles catho traditionnelles, ce qui n'est pas du tout mon but. Il y a une autre chose pour bien comprendre la droite, c'est de lire le merveilleux livre de Philippe Ariès, qui sont ses entretiens, un historien du dimanche, qui est une sorte de biographie, où il parle à un moment donné de ce qu'était la manière dont on pratiquait la morale dans son milieu catholique d'Action française. Et Michel Vinocq, qui l'interroge, lui dit « Ah ben vous deviez venir, c'est un entretien mené dans les années 60, fin des années 70, vous étiez dans un milieu d'Action française, catholique, traditionnel, ça devait être très dur, etc. » Et Philippe Ariès lui dit « Non, parce qu'on savait que nous avions des principes très forts, mais nous savons que l'application devait être souple, devait être tendre. Mais c'est justement parce qu'on avait des principes forts, et il rajoute, c'est justement parce qu'on savait que l'homme était faillible, on vient au péché originel,
qu'on n'était pas moraliste. Voilà, péché originel dans une perspective blessée en tout cas, que l'homme est blessé, faillible. Ou perspective païenne, c'est un volontarisme tragique, qui, moi je pense que c'est même le fond de l'âme européenne. Donc j'aurais du mal à le situer. Avec un fond de volontarisme, c'est-à-dire que même si ça finira mal, néanmoins on est des hommes debout et on doit continuer. Pour rebondir sur l'hypocrisie et sur la dimension bourgeoise, j'ai plus en tête le roman La Nouvelle de Maupassant, mais il y a une tenancière de bordel. Magnifique, oui. Je sais plus une partie de campagne. Non, c'est pas une partie de campagne. C'est où elle ferme le bordel. La pension. Tellier. La Maison Tellier. Maison Tellier. Merci Olivier. Ouais. Où elle met sur la porte du bordel fermée pour cause de baptême. Et c'est un bordel. Donc c'est un télescopage de ce monde bourgeois traité de manière mordante et ironique par Maupassant. Et tendre aussi. Par Maupassant. Mais c'est propre. Je pense que c'est propre vraiment à l'esprit bourgeois. Et je laisse Pascal. C'est que de Benoît en parle magnifiquement dans plusieurs entretiens sur la psychologie de la droite et de la gauche. Notamment dans le livre que tu as dans Mémoire vive, d'ailleurs. Dans Mémoire vive, il y a il en parle dans beaucoup, mais il avait fait dans Éléments une série d'entretiens avec Marmin, justement, sur la psychologie de la droite, qui est vraiment très fin dans l'esprit de ce que vient de décrire Christophe, et il montre très bien de Benoît que de la droite très rapidement, c'est son problème majeur, c'est autant la gauche et le sectarisme, la droite c'est le cynisme et l'opportunisme, très rapidement au XIXe siècle, la droite authentique, la matrice de la droite va disparaître, être absorbée et cannibalisée par une droite bourgeoise, hypocrite, qui se rallie à l'hypocrisie puritaine de l'argent, ce qui à de Benoît, il a raison, pose de grosses interrogations sur ce que peut être la droite. Pascal, tu voulais rajouter quelque chose? Oui, c'est-à-dire que vous avez entièrement raison, mais dans ce panorama, ce qui est intéressant, pour revenir au sujet, c'est que... Au numéro que je montre, voilà. Non, ce qui est intéressant, c'est que en 2010, tout le monde pensait encore qu'il y avait une droite et une gauche. On est avant Macron, on est avant, etc., etc. Et ce qui est intéressant, c'est d'analyser la décennie que nous venons de vivre, qui est celle en tout cas, de l'effacement de ce clivage droite-gauche, cette disparition. L'évidence, parce que c'est ce qui s'est passé, mais parce que souvent François fait cette comparaison que j'aime beaucoup, c'est le clivage droite-gauche, c'est un peu comme les étoiles, l'explosion des étoiles. C'est-à-dire que on en voit encore. C'est comme les supernovas. Voilà, les supernovas. On en voit 1 million d'années après, on pense encore que l'étoile brille, quoi. Donc on pense que ça existe, mais en fait ça n'existe plus. C'est la vérité des urnes. De toute façon, moi ça me désole, et Pascal le sait, dans nos conférences de rédaction on a souvent l'occasion d'en parler, de ce clivage est en train de devenir périphérique, et les urnes ont parlé. Elles ont parlé de manière massive. C'est Sainte-Marie qui a raison, c'est Guy Louis qui a raison, c'est de Benoît qui a raison. C'est les sociétés aujourd'hui se polarisent. Il faut se polariser en politique, parce que sans cela, dans une société qui est atomisée, individualisée, s'il n'y a rien à quoi se raccrocher, on est des créatures perdues. Et elles se polarisent pas à travers le clivage droite-gauche. Les Républicains font moins de 5%, alors qu'ils sont attachés à ce clivage. Alors certes, c'est le centre-droit, vous me direz. Oui, d'accord, mais sur le plan sociétal, ils sont très à droite. Et ça ne prend pas sur l'opinion. Zemmour fait une campagne surprenante, alors qu'il était aux antipodes de ça il y a 2 ans, sur l'union des droites, qui est pas du tout sa drogue. Il vient du chevènementisme, ça l'intéresse pas du tout l'union des droites. On se demande ce qui s'est passé dans son cerveau pour se focaliser là-dessus. À ce point-là, il a pris une claque dans les urnes. Donc depuis 10 ans, on assiste manifestement, certains s'en réjouissent, d'autres s'en désolent. De Benoît s'en réjouit, moi je suis plus nuancé là-dessus. Mais bon, auparavant, Bellamy, Villiers faisait le score. Et pour même pour vous répondre et donner raison à Pascal, il ne faut pas se laisser abuser par l'effet Mélenchon.
Mélenchon, c'est la voiture balai de l'extrême gauche. Hein. Combien de temps ça va durer ce wokisme surréaliste qui devient... moi, je vous le redis à chaque fois, pour moi, c'est les femmes savantes. Les femmes savantes, ça dure 50 ans, pas plus. Hein. Une précieuse ridicule. Il faut que la société soit riche, qu'il n'y ait pas de conflits, qu'il n'y ait pas de problèmes sociaux. Mais dès que le réel revient, on va oublier toutes ces foutaises d'écriture inclusive. Ça fera rire tout le monde. Hein. On a fait l'autre jour avec Pascal. Enfin, Pascal a fait dans une école de journalisme, parce qu'à Élément, on a monté une école de journalisme. Pascal a envoyé sur le terrain, le jour de la Gay Pride, les stagiaires que nous accueillons pour les former au journalisme. Hein. Et il y avait la Gay Pride, donc on les a envoyés sur la Gay Pride. Hein, et demandé aux gars de la Gay Pride, gars, nana, trans, androgyne, cyborg, on ne sait pas trop. Est-ce que vous connaissez l'écriture inclusive, hein, alors qu'on est au cœur des chars de la Gay Pride, hein. Personne connaissait l'écriture inclusive. Hein. Donc tout ça, oui, c'est l'écume, en effet. Ouais, c'est l'écume, ça va être balayé. On va revenir aux fondamentaux. Les fondamentaux, c'est les questions identitaires, donc, et elles sont ni de droite ni gauche. Hein. À qui va notre allégeance, hein. La région, la patrie, l'Europe, hein. Et les problèmes sociaux. Et de fait, aujourd'hui, moi je le redis, c'est le groupe majoritaire, hein, on se rattache au groupe majoritaire. Hein. Par quelqu'un comme moi de droite, hein, eh bien, le groupe majoritaire, pour moi, c'est Marine Le Pen. Hein. Marine Le Pen n'est pas de droite, n'est pas de gauche. Quand on la connaît bien, elle aime autant De Gaulle que Jaurès. Ça peut nous désoler. Mais elle ne connaît pas très bien Jaurès, je pense. Oui, elle connaît. C'est ce que dit Paul-Marie Couteau. Ouais. Mais on n'est pas là où elle est si on n'a pas quelques... Jaurès, aujourd'hui, ce qui est étonnant, c'est de voir qu'un certain nombre de penseurs de gauche, et quand on lit, y compris Marx, y compris Proudhon, alors là, n'en parlons pas, mais même Jaurès, et dans certains de ses écrits, ne serait-ce que la manière dont il parle de la France ou de la région paraîtrait pour quelqu'un de droite, pour un homme de droite, même Jaurès. Pour faire un éloge de Benoît, qu'on nous pardonne parce que c'est un plaidoyer pro domo, à l'époque de Jean Edernalier, 1989, dans l'Idiot International, qu'on avait accusé, il avait fait un papier somptueux sur une double page de l'Idiot, c'était un canard comme le Canard enchaîné, donc franchement un gros canard, c'était Barrès et Jaurès, hein, où déjà il essayait de fracturer ce clivage qui est pour lui est paralysant. En François, anthropologiquement, il y avait évidemment des distinctions, mais Barrès et Jaurès, Jaurès partage plus de choses avec Barrès qu'il ne peut en partager aujourd'hui avec ses pseudo-héritiers. Je veux dire, Clémentine Autain et Jaurès, je ne vois pas le rapport, le lien. Marx et Clémentine Autain, je ne vois pas le rapport et le lien. Non, c'est pour ça que... Ivan Illich et Sandrine Rousseau, je ne vois pas le rapport et le lien. Et on pourrait... Et c'est pour ça que cette ligne Terra Nova, qui n'est plus de gauche, elle non plus, elle n'est plus de gauche. Hein, et les Insoumis... et la NUPES, hein, c'est vraiment l'incarnation tardive de la ligne Terra Nova que jusqu'à présent le PS a toujours échoué à porter. Le PS est systématiquement planté avec cette ligne Terra Nova. Or, les Insoumis arrivent à la porter. Est-ce qu'elle est de droite et de gauche? Je ne crois pas qu'elle soit de droite et de gauche non plus. Je le redis, moi, ça me contrarie. Parce que je le redis, je pense que ça touche des ressorts très profonds chez l'être humain. L'ancien monde est de droite, le nouveau monde est de gauche. Hein. Mais ce clivage est en train de disparaître. Moi, je pense que Mélenchon, c'est la carpe et le lapin. C'est pour réunir 20%, il mélange l'eau et l'huile, hein, ça ne se mélange pas. Quoi. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose, Oui, Pascal? je suis assez déçu de votre critique de Clémentine Autain. Ah bon, pourquoi? Parce que je viens de lire son magnifique roman qui s'appelle Assemblée. Assemblée. Et c'est le plus merveilleux enfilage de perles que j'ai pu lire depuis au moins une dizaine d'années. C'est un festival. Entre... de naïveté, de bêtises, de clichés. On peut même pas dire, et c'est là où on peut même pas dire que c'est de droite ou c'est de gauche, absolument pas. De clichés, tout simplement. C'est de la pensée gramophone. J'aime bien cette formule d'Orwell. Gramophone. Et moi, si vous permettez, Patrick Rambaud est peut-être l'auteur caché, peut-être que c'est un superbe pastiche. Ah oui, c'est peut-être un pastiche. Mais ça ressemble énormément à un autre roman d'un homme dit de droite qui s'appelle Bruno Le Maire, je ne sais pas si vous vous en souvenez, qui avait fait son premier roman qui s'appelait Le Ministre,
qui était aussi catastrophique que celui de Clémentine Autain. Et c'était les mêmes ressorts en réalité. Hein. C'était les mêmes, cette même pensée mécanique de personnages, d'idées sur pattes, vous voyez, de personnages qui n'existent pas dans la vraie vie et qui en fait ne sont l'expression que de la projection des fantasmes de Clémentine Autain. Est-ce qu'on ne peut pas penser ce qui singularise aujourd'hui la gauche, on l'a vu d'ailleurs avec cette histoire de ridicule de poignée de main à l'Assemblée nationale, c'est aussi une pensée prophylactique. Ils ont l'impression que l'adversaire... Olivier, c'est le propre du puritanisme. Tout purify, c'est purifier. On est au cœur du puritanisme. C'est un hygiénisme moral, hein. C'est un hygiénisme philosophique, c'est un hygiénisme religieux. Moi, je pourrais redire néanmoins, pour faire un avis d'essai à un moment donné. En tout cas, un avis d'essai sur ce clivage en tant que matrice du politique d'une politique moderne, hein. Des démocraties représentatives, des démocraties libérales, elles sont toutes découpées par ce clivage. Donc je le redis, il y a une dimension universelle qui doit nous interroger. Elle a été remplacée par autre chose, hein. Mais pour donner raison, mettre de l'eau dans le moulin, là, oui, elle est remplacée par autre chose. La preuve en est, c'est que Clémentine Autain, si c'est aussi mauvais, son roman, c'est parce qu'elle vit dans un monde qui est faux. C'est Tartuffe. Hein, comme ils savent qu'ils parlent d'un truc qui n'existe pas. Leur vivre ensemble n'existe pas. Il suffit d'avoir vécu un tout petit peu à Paris et dans leur quartier pour savoir qu'il y a des discriminations partout, des frontières partout, raciales, alimentaires. Elle vit à Montreuil, je crois. Mais c'est les filles d'eux. D'abord, c'est une fille d'eux. Quand vous prenez, elle a repris des morceaux de Abba. Mais quand vous prenez le Ouz Ou de Clémentine Autain, c'est comme les hiérarques communistes en Chine. Hein. Ce sont des dynasties de communisme. Ils n'ont plus rien de communiste. Hein. Donc elle est obligée de jouer la comédie, comme Mélenchon est obligé de jouer la comédie, parce que son clivage n'est plus opératoire. Le clivage se joue ailleurs. Hein. Avec sa maison de campagne de merde. Chers amis, il reste 32 secondes, c'est la fin de cette émission. On ne va évidemment pas épuiser le sujet de la droite et de la gauche, de la nouvelle droite face au clivage droite-gauche. C'est un sujet qu'aborde souvent Alain de Benoist. Je renvoie à ses livres, Le Moment populiste. Évidemment aussi, parce qu'il en est question beaucoup dans ses mémoires, Mémoires vives. Il y a des pages absolument somptueuses sur... Que nous rééditons, que la Nouvelle Librairie réédite au mois de septembre, puisque les éditions de Fallois, avec la mort de Fallois, ont fermé. Et nous éditons à la rentrée un livre génial de Benoist, génialissime, qui s'appelle, le titre dit tout, ça s'appelle L'exil intérieur, les carnets intimes d'Alain de Benoist. Je pense que c'est le livre dans lequel il dit le plus de lui-même. Hein. Merveilleux, merci à vous et vous retrouverez Patrick Luzincky le mois prochain, dans 2 mois, je me trompe à chaque fois, pour une nouvelle édition de cette année-là. Merci à vous et comme dit Patrick, bonjour chez vous.